Alors c'est un peu le gros symbole, on va dire, de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, ce qui a valu d'être taxé le président des riches. Cette transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, l'instauration de la flat tax à 30%, et cette réforme justement de la taxation du capital du début de mandat, est-ce qu'elle a freiné ou pas l'exil fiscal? Il se trouve que le comité censé évaluer cette réforme a rendu en fin de semaine dernière, on l'a un peu loupé parce que voilà, il y a d'autres priorités, on a beaucoup parlé de Suez et d'Engie et de Veolia la semaine dernière, et donc un rapport, donc deuxième rapport a été rendu. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Donc ce rapport du comité d'évaluation piloté par France Stratégie, think tank qui est lié à Matignon, donc montre manifestement, on verra les chiffres, hein, une chute de l'exil fiscal en 2018. D'abord, avant de rentrer dans les chiffres, est-ce que ce rapport, est-ce qu'il est à la solde du gouvernement? Pardon, parce qu'on se dit, ouais, France Stratégie, etc. Est-ce qu'il est biaisé? Est-ce que ces conclusions sont biaisées? Puisque, encore une fois, le think tank France Stratégie est rattaché à Matignon. Est-ce qu'on le prend au sérieux? Oui, on le prend au sérieux. D'accord. On le prend au sérieux. Après, il y a dans l'écriture du rapport un certain art de la communication. Non, mais qui l'a pondu? Il y a des économistes, il y a quoi Oui, il y a des économistes, des syndicalistes, des représentants du patronat, de Bercy. Donc un panel assez large qui représente effectivement l'administration, des universitaires, mais aussi des partenaires sociaux. Alors, des gens qui ne sont pas acquis à la cause, je veux dire. Non, la question n'est pas là. Critiques, non, la question n'est pas là. Non, mais il y a un certain art de la communication. Il suffisait de lire le compte-rendu de ce rapport dans Les Échos et dans Le Monde pour avoir deux tonalités très très différentes sur le même rapport. Donc, je veux dire, il est rédigé dans un style assez prudent, qui n'est pas... Donc il est crédible. Il est tout à fait crédible. Il s'appuie sur un certain nombre d'éléments qui sont factuels, de travaux assez complexes pour essayer de démêler le vrai du faux. Donc là-dessus, il y a un travail très sérieux qui a été fait, qui est un travail transparent, solide, bon, okay. Même s'il n'est pas très conclusif. Bon, avant de voir s'il est conclusif ou pas, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres? Moins de départs à l'étranger de redevables, contribuables français redevables de l'ISF. Il y en a eu 163 qui ont quitté la France pour des raisons... enfin, qui payaient l'ISF, qui ont quitté la France, contre 163, contre 400 en 2017, et on était quasiment à 900 en 2013, en 2014. On se dit qu'il y a moins de riches qui pratiquent l'exil fiscal, donc c'est une réforme qui marche, on retient les talents. Alors, il y a moins d'exil, c'est certain. Ah, voilà. C'est conclusif, ça. Il y a moins de riches qui partent. Bon, après, il y a un petit problème de définition de champ pour savoir qui sont les riches, quand est-ce qu'ils... Mais les chiffres qui sont quand même énoncés sont quand même... Il y a peu de gens, en fait, qui partent quand ils sont riches. Et il y en a donc peu qui ne sont pas partis. Mais passer de 900 par an à 150, 5-6 ans après, c'est quand même mieux. Quel est l'impact économique de ça? Vous me dites en gros c'est quelques centaines de personnes, donc ça ne prend pas grand-chose. Mais c'est surtout, est-ce que ces gens-là sont des talents? Quelle est leur contribution à l'innovation, à la productivité en France? Donc ça, c'est un chiffre intéressant. Des chefs d'entreprise peut-être? Oui, mais ok, donc très bien. Imaginons même que déjà il faudrait savoir qui sont exactement ces gens-là. Or, ça, le rapport ne renseigne pas dessus. Et à supposer que ce soit tous des chefs d'entreprise, avec des emplois. Quels sont les emplois qui sont effectivement... quel a été l'impact sur l'emploi de ces... Alors, ce que dit le rapport par ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun élément solide pour voir un quelconque effet sur l'investissement, sur l'emploi ou sur l'activité. Donc, voilà, on est sur des chiffres qui sont tout petits, on ne sait pas qui sont ces gens, ça se trouve, ce sont des riches retraités, et donc leur contribution à l'activité en France, elle est égale à zéro. Le fait qu'ils soient partis ou pas, en fait, ne change rien. Bon, on sait quand même que dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent de vendre leur entreprise et qui, avant, choisissaient de rester en France ou de partir ailleurs en Europe, généralement. Mais c'est des gens qui étaient en inactivité. Alors, éventuellement, ils pouvaient financer d'autres activités. Mais ça, par contre, et le rapport nous dit qu'on ne peut pas conclure là-dessus, on ne sait pas si ces gens-là investissent plus en France ou pas. Peut-être qu'ils restent en France au lieu d'aller en Belgique. Il y a moins de gens qui sont riches qui se barrent. Pardon, c'est ça quand même ça ce que me disent les chiffres. Non, mais ça, c'est ce que disent les chiffres. Mais bon, la question, c'est de savoir, ok, mais et alors? Qu'est-ce que ça change Ils consomment en France, ils restent en France, ils consomment en France, peut-être qu'ils investissent, ils achètent des maisons, peut-être qu'ils vont faire des travaux, peut-être que... La réforme de l'ISF a représenté une perte de recettes fiscales. Moins que prévu. Oui, mais de combien? 2,5 milliards au lieu de 5 milliards. 2,5 milliards, on parle de centaines de personnes. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont consommé des centaines de millions sur le territoire français pour compenser les baisses de recettes fiscales? Ça dépend de leur fin de vie. Non, je peux vous le dire tout de suite, non.
Voilà, ils n'ont pas consommé. Vous voyez, il y a un autre chiffre qu'il faut mettre en rapport, c'est que le rapport nous dit il y a 0,01% des foyers qui ont concentré l'intégralité de la hausse des dividendes. Ça représente 38 000 foyers. Donc il y a eu une hausse des dividendes considérable suite à cette réforme. Et il y a 38 000 foyers qui ont concentré les augmentations de dividendes. Donc voilà, là, 38 000 personnes, ça commence à faire un effet de masse. On peut s'interroger sur quel est l'impact sur la façon de vivre de ces gens-là, leur consommation, mais aussi éventuellement les incitations qu'ils peuvent recevoir dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, est-ce qu'ils contribuent à l'activité. Honnêtement, l'exil fiscal sur une centaine de foyers, c'est vraiment... Enfin, on est dans l'épaisseur des traits. C'est symbolique, on peut se dire, ah ben voilà, il y a des très très riches qui avant partaient en Belgique et aujourd'hui ne partent plus grâce à cette réforme de l'ISF, mais on ne peut pas avoir fait cette réforme simplement pour une centaine de personnes qui vont choisir d'avoir comme résidence la France ou la Belgique et dont on ne sait pas si leur impact sur la consommation, enfin on sait que leur impact sur la consommation est totalement négligeable en France, même s'ils consomment énormément, et on sait que probablement leur impact sur l'activité en France, même si certains d'entre eux sont des entrepreneurs talentueux, est en fait... tout à fait négligeable, parce que c'est vraiment des tout petits nombres. Donc oui, ça a eu un impact sur l'exercice fiscal, mais... et sur ceux qui rentrent ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas eu de retour en masse des exilés fiscaux, encore que 240 retours de redate de l'ISF en 2018 contre 113 en 2017. Donc il y a un peu plus de retours. Oui, il y a un peu plus de retours, mais c'est pas on peut pas moins de départs, plus de retours. On ne peut pas appeler ça un retour en masse non plus, David. Enfin, j'ai dit il n'y a pas de retour en masse. Oui, non, il n'y a même pas de quoi remplir une station de ski. Ça dépend laquelle, mais... Ouais. Est-ce que c'est pas vertueux quand même de voir qu'au départ ça devait coûter 5 milliards d'euros et au final ça ne coûte que la moitié de 2,5 milliards parce que voilà, c'est la courbe de l'affaire dans l'autre sens, quoi. On baisse les impôts et au final ça recrée de l'activité, ça recrée des recettes fiscales en tout cas puisque ça coûte 2 fois moins cher. Est-ce que c'est la courbe de l'affaire? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Hein. C'est ce que vous faites comme calcul, c'est de dire je supprime l'ISF, je mets à la place le PFU. Donc je taxe à 30% les revenus du capital. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une très forte augmentation des dividendes. Exactement, qu'on a vu. Voilà. Donc 9 milliards de plus. La question, c'est de savoir d'où viennent ces dividendes. Ouais. D'où viennent ces dividendes qui ont été en très forte augmentation et qui viennent effectivement atténuer le coût net de cette réforme très particulière, quand vous considérez comme périmètre ISF plus PFU. En fait, ces dividendes, ils viennent de la réforme précédente, celle qui avait été la bérémisation des revenus du capital. Ouais. C'est le miroir inversé sous François Hollande. Le miroir inversé sous François Hollande en 2013. Et qui a fait s'effondrer les versements de dividendes. Et on dit que les Et alors, où étaient passés ces dividendes? Ils avaient vécu sur la bête, on dit que c'était essentiellement des dépenses courantes qui avaient été Alors en fait, on soupçonne utilisées. que ces dividendes avaient été en fait thésaurisés sous forme de cash et de provisions dans les entreprises. Dans l'attente de jours meilleurs. En l'attente d'un jour meilleur, donc par exemple la réforme du PFU qui fait apparaître... voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire du coup que la réforme a coûté moins cher qu'elle n'aurait dû? Oui et non, parce que ce n'est pas un effet de courbe de l'affaire, c'est vraiment un effet de « ah ben on avait mis l'argent sous le tapis et puis là on le ressort du tapis ». Ce n'est pas un effet il y a plus d'activité, donc il y a plus de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un effet intertemporel de... Enfin, en même temps, quand on baisse les dividendes étaient planqués et puis ils sont ressortis, quoi. Avec cette réforme fiscale, quand on baisse l'impôt des plus riches, ils ont plus de revenus. Oui, bah oui, on le sait, oui. Bah oui. C'était écrit, hein. Faut pas non plus s'étonner. Hein. Oui, non, mais la question n'est pas de savoir est-ce que les riches ont des revenus. La question est de savoir est-ce que les inégalités explosent ou pas. C'est ça le sujet derrière. Le corollaire, c'est que peut-être que ça marche, moins d'exil fiscal. Oui. Et le corollaire, c'est qu'effectivement, 0,1% des foyers fiscaux ont encaissé 2 tiers du total des dividendes distribués. Donc effectivement, c'est source d'inégalités. Et d'augmentation des inégalités. D'accroissement des inégalités. Donc c'est ça qui est éventuellement préoccupant, de se dire peut-être que ces mesures fiscales, par des bons canaux ou des mauvais canaux, au final, arrivent à contenir les inégalités. Là, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand on les enlève, les inégalités augmentent. Après, on en fait ce qu'on veut, hein, je veux dire. Mais ce qui est clair, c'est que l'idée qu'il y aurait un ruissellement tout à fait visible qui viendrait déborder tout ça, parce qu'il y aurait plus d'activité, plus de consommation... ne tient pas, c'est ça? En tout cas, lisez le rapport de France Stratégie. Avec toute la prudence dont ils ont fait preuve, ils répondent à cette question en disant il n'y a rien qui permet de conclure. Donc on retient quoi de ce rapport? Que ça marche parce qu'il y a moins d'exil fiscal, les chiffres sont là, ils sont Il y a moins d'exil fiscal. Après, ça marche, c'est un jugement que je vous laisse. Alors, il y a moins d'exil fiscal. Est-ce que c'est un des objectifs aussi? C'est un des objectifs de cette réforme. Alors, est-ce que c'était un des objectifs de cette réforme? Je ne crois pas. Après, la question, c'est... Je ne crois pas. Vous regarderez les attendus de la loi, il n'y avait aucunement écrit qu'on voulait limiter l'exil fiscal. L'exil fiscal en soi, ce n'est pas très grave.
Ce qui est embêtant, ça serait que les talents fuient la France. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a moins de talents qui ont fui la France? Il n'y a pas la réponse dans le rapport. Ouais. Est-ce que c'est bénéfique, parce que c'est comme ça que ça nous a été vendu par, à l'époque, le président candidat, c'est-à-dire que cette réforme fiscale serait bénéfique pour l'économie réelle, plus d'investissement, plus d'emplois. Okay. Pour l'instant, on n'en sait rien. Non, on ne peut pas dire ça. Dans le rapport, il y a écrit il n'y a aucun élément qui nous permet de conclure un élément positif. C'est pas on n'en sait rien. Bon, on ne sait pas aussi. On est sûr qu'il n'y a pas d'effet très positif. Voilà. Après, peut-être. Il ne permet pas de conclure, vous dites. Il ne permet pas de conclure à un effet positif. Donc on sait qu'il n'y a pas d'effet positif. Peut-être qu'il y aura des effets futurs qui seront positifs et qui pourront être mis en évidence. Mais là, pour le moment, on ne peut mettre en évidence aucun effet positif. Donc on est dans le cas où, en fait, l'hypothèse principale, c'est que ça n'a pas d'effet. On est d'accord. C'est pas juste on ne sait pas. Si ça avait un effet positif et très positif, on l'aurait vu. Il faut savoir... Donc il ne fallait pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. C'est pas bien, et en même temps, il faut le faire. Non. La question, c'est de savoir quels sont les objectifs. Est-ce que les objectifs, c'est d'égaliser la fiscalité des revenus des capitaux? Pardon, je vous coupe, mais c'est ce que... avec celle dans les autres pays. C'est ce que dit dans le rapport, c'est que aujourd'hui, la taxation du capital en France, la France rentre dans le rang, finalement. Okay. On est dans la moyenne des pays européens pour la taxation du capital. Si l'objectif, c'est d'être dans la moyenne des pays européens en matière de fiscalité du capital... Ça peut avoir du sens. On peut se poser la question de savoir est-ce que cette moyenne est une bonne moyenne, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de course à l'échalote pour réduire la fiscalité du capital dans un monde où les plus riches sont mobiles et qu'ils exercent une pression pour c'est une réalité, on peut payer nulle part de l'impôt. C'est une réalité. On peut dire on n'a pas le choix par rapport à ça. Maintenant, ça peut aussi nous inciter à dire peut-être qu'il faudrait réfléchir à une fiscalité du capital en Europe avec des seuils, des planchers pour avoir une fiscalité qui soit... Allez convaincre nos amis mais allemands. Si l'objectif c'était de revenir dans la moyenne, on est revenu dans la moyenne et donc de ce point de vue-là, l'objectif était atteint. Si l'objectif c'était de stimuler une vague d'innovation et de croissance en France, à ce jour, on ne la voit pas et on n'a aucun élément qui permette de conclure à ça. Voilà. La crise sanitaire ne va pas aider à y voir plus clair. Elle ne va pas aider à y voir plus clair, mais voilà, ce rapport, il est intéressant, il est fondé sur des éléments qui sont très argumentés. Il l'a dit dès le début. Il n'est pas conclusif et en tout cas, il ne permet pas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, il n'est pas conclusif, il ne permet pas de dire l'objectif de stimuler l'économie française par la baisse de l'ISF a été atteint. Ouais. Voilà. Mais il y a moins d'exilés fiscaux. Il y a moins d'exilés fiscaux, il y a 50 personnes que vous pourrez inviter dans votre émission, alors qu'avant ils venaient de loin et donc vous ne pouviez pas les inviter, donc c'est sûr que c'est un plus. Il est facétieux. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, on parle quand même de très peu de gens qui n'ont pas d'impact sur l'économie globale, visible. Voilà. Après, on peut trouver des cas particuliers. On va se dire, tiens, tel entrepreneur, il est resté en France, il n'est pas allé en Belgique. Oui. Et donc, est-ce que ce n'est pas un sujet micro, on finit là-dessus, puisqu'un sujet macro, et d'aller chercher tous ces entrepreneurs, peut-être qui ont quitté la France, et toute cette substance, cette intelligence, ce tissu qui a quitté la France? Alors, ce qu'on aimerait, c'est avoir le portrait un peu plus précis de ces gens qui ne sont plus des exilés fiscaux, ce qu'il n'y a pas dans le rapport, quand même. Ouais. Donc, est-ce que ce sont des entrepreneurs ou est-ce que ce sont des retraités? C'est quand même une question essentielle. Ou est-ce que ce sont des entrepreneurs retraités? Donc, est-ce qu'on incite des gens à rester et à travailler sur le territoire français, ou est-ce qu'on permet à des gens qui ont fait fortune de choisir comme lieu de résidence la France plutôt que de choisir l'exil fiscal? Eh bien, menez votre enquête à l'OFCE. Oh, mais elle est facile à mener, David, on le sait. Merci. On le sait, donc la réponse, elle est contenue dans la question que je vous pose. Bercy 15-15. Merci beaucoup, donc, Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Salut. Merci, David.